Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de la pause café d'aujourd'hui concerne l'UX des tutoriels de jeux vidéo. Pour cela, je vais vous présenter un article du site UX Design. L'objectif ici, c'est d'aller en profondeur dans ce qui fait un bon tutoriel de jeu vidéo et d'essayer de comprendre les différents éléments en termes d'UX que les designers peuvent faire pour du coup concevoir des tutoriels efficaces. Parce qu'effectivement, les tutoriels de jeux vidéo sont importants parce que c'est ce qui va permettre aux joueurs d'apprendre les mécaniques d'un jeu vidéo qu'il ne connaît pas forcément. Et donc, il y a des mécaniques qui sont à apprendre. Et donc, les tutoriels ont une place importante dans l'expérience utilisateur des jeux vidéo. Ce que dit l'article, c'est que pendant longtemps, les tutoriels étaient présentés en début de jeu. C'est-à-dire que le joueur, en démarrant le jeu, était directement confronté à un tutoriel qui lui expliquait comment jouer, quelles étaient les différentes mécaniques du jeu. Et ensuite, on laissait le joueur entrer dans le jeu sans revenir à cette étape-là du tutoriel. Donc c'était le seul élément d'apprentissage au début de l'expérience et qu'en fait au fur et à mesure on s'est éloigné de ce concept de first time user experience pour du coup aller vers plutôt des tutoriels qui s'intègrent progressivement à différents moments lors du jeu. Et en fait, l'objectif de ça, c'est d'intégrer le concept du taught when required, c'est-à-dire que le joueur va apprendre des choses au moment où il en aura besoin. Et donc à différents moments de son expérience de jeu. Ensuite, l'article évoque le fait que, en tout cas, ce qui est important avec les tutoriels de jeux vidéo actuellement, c'est de permettre aux joueurs de passer le tutoriel si besoin et que pour l'instant, c'est la seule règle que l'on doit respecter par rapport au tutoriel de jeux vidéo et qui ne va pas varier en fonction d'un jeu ou à un autre. Ensuite, l'article va plus en profondeur vers la définition de qu'est-ce qu'un bon tutoriel. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'un tutoriel et sa qualité va dépendre du jeu, du type de jeu, des attentes créées par le marketing par rapport au jeu, et le plus important, par rapport aux besoins du joueur à cet instant T dans le jeu. Et en fait, du coup, il faut prendre en compte plusieurs éléments quand on crée un tutoriel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une importance de l'état mental de l'utilisateur à ce moment du jeu, et également aussi savoir ce que le designer à ce moment-là du tutoriel veut faire apprendre aux joueurs. Donc, il y a une certaine liste de questions qu'on doit se poser quand on conçoit un tutoriel. Donc, tout d'abord, on doit se demander est-ce que le joueur a appris ce qu'on voulait lui faire apprendre? Est-ce que le joueur a compris comment utiliser une mécanique et la mécanique qu'on lui a appris? Est-ce que le joueur a compris la relation entre cette nouvelle mécanique avec les autres mécaniques qu'il aura déjà peut-être acquises? Est-ce que le tutoriel était frustrant? Est-ce qu'il était irritant? Combien de joueurs ont complété le tutoriel en entier? C'est-à-dire que si la grande majorité des joueurs qu'on a passent le tutoriel, c'est peut-être que celui-là comporte quelques points de friction. Et enfin, est-ce que le tutoriel était trop long? Et en se posant ces questions-là, on peut remettre en question notre tutoriel et savoir si on doit l'améliorer ou non. Et en fait, ce qu'ils disent que, mis à part ces questions-là, il est important de jauger notre tutoriel en fonction de 2 paramètres. Parce qu'effectivement, le tutoriel a 2 objectifs. Un, de faire apprendre une nouvelle connaissance au joueur et ou lui faire acquérir une nouvelle compétence. Parce qu'effectivement, connaissance et compétence, ce n'est pas la même chose pour les joueurs. Et enfin, savoir si à cet instant T de l'expérience, le joueur sera dans un état émotionnel négatif ou non. Parce qu'en fait, l'état émotionnel va forcément impacter différentes choses que l'on va voir en continuant l'article.
Donc tout d'abord, il faut savoir que la connaissance, c'est simplement un morceau d'information que l'utilisateur va pouvoir utiliser de manière subjective, pardon. C'est-à-dire que à partir de la connaissance qu'il va acquérir grâce au tutoriel, le joueur va pouvoir utiliser cette connaissance, mais pas forcément de la façon dont on le pense forcément. Et donc ça, c'est ce qui différencie connaissance et compétence, parce que du coup, compétence, ça a plus un lien avec de l'entraînement ou de la dextérité. Et notamment un exemple, c'est qu'on sait tous tirer dans une balle, mais pour viser avec la balle, ça c'est une compétence qu'on n'a pas tous forcément. Donc il faut forcément de l'entraînement et de la dextérité pour bien tirer la balle là où on veut qu'elle aille. Donc là, il y a vraiment une différence de notion entre connaissance et compétence. Et ce sera notamment important à prendre en compte quand on design l'expérience d'un tutoriel pour les joueurs. Ensuite, la notion d'émotion négative, en fait, il faut savoir que l'émotion négative va impacter l'expérience utilisateur. Et là, l'article nous parle notamment du concept de flow. Donc, en gros, l'état de flow, qu'est-ce que c'est? C'est un état où on va être dans un état de concentration pure, un état qui est plutôt agréable. Et en fait, quand on est dans cet état de flow, on ne voit pas le temps passer, plein de besoins physiologiques tels que la faim, la soif, peuvent passer à côté et vraiment on est en pleine concentration. Et en fait, c'est un équilibre qui va permettre à un individu d'être dans un état de flow. Et comment fonctionne cet état de flow? En gros, c'est un équilibre entre capacité de la personne, compétence, et difficulté d'une tâche. En gros, si une tâche est trop compliquée, par rapport à la capacité d'un utilisateur, celui-là va se retrouver dans un état d'anxiété. Dans l'autre sens, si une tâche est trop faible, pas assez difficile pour la personne, mais que lui a beaucoup de compétences, dans ce cas-là, le joueur va se retrouver dans un état d'ennui. Donc la question, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre capacité et difficulté de la tâche pour pouvoir mettre le joueur dans un état de flow et enfin éviter les émotions négatives telles que l'anxiété et l'ennui. Donc là, c'est ce qu'ils nous disent ici notamment. Donc il faut lui permettre du coup de gagner des compétences et des connaissances au fur et à mesure et essayer de le garder dans cet équilibre-là de flow. Donc en descendant plus bas dans l'article, ils nous font un rappel notamment du rôle d'un tutoriel, parce que les tutoriels sont très importants pour un jeu vidéo, notamment pour introduire du coup une nouvelle mécanique, donc faire acquérir cette connaissance-là aux joueurs. C'est également pour faire apprendre de nouvelles actions et comprendre comment cette action fonctionne dans le système, donc dans le jeu vidéo. Donc notamment lui faire comprendre cela pour lui faire gagner en compétences. Il s'agit également de lui expliquer comment cette nouvelle mécanique fonctionne avec les autres mécaniques existantes dans le système, donc dans le jeu vidéo. Ça, c'est toujours en lien avec la connaissance. Et enfin, de créer des attentes sur comment le joueur va être influencé ou peut influencer le jeu en utilisant ces nouvelles actions et ces nouvelles mécaniques. Donc ça va être un élément qui sera en lien à la fois avec la connaissance et les compétences. Et ensuite, l'article nous donne différents facteurs qui vont du coup jouer sur la façon dont le designer va faire des choix de conception. Donc l'article nous part tout d'abord de la première notion qui est la notion de familiarité. En gros, on peut créer des jeux intuitifs en se basant sur la familiarité. Donc sur des concepts
que globalement tous les joueurs ont en tête et qui ne nécessitent pas forcément le fait un tutoriel, mais juste le fait d'évoquer que cette mécanique existe, ça suffit parce que c'est une mécanique que les joueurs ont déjà acquis, comme c'est des mécaniques assez familières. Là, il nous donne notamment l'exemple dans ce type de jeu où, du coup, pour faire déplacer un personnage ou un groupe de personnages, on a juste à cliquer, donc en un système de point and click, et également pour bouger sur la carte, de faire du drag and drop. Donc c'est des mécaniques qui sont plutôt acquises par un grand nombre de joueurs, donc qui ne nécessitent pas forcément qu'on passe trop de temps à les faire acquérir aux joueurs. Donc ce qu'ils disent ici, c'est pour faire un jeu, un tutoriel intuitif, il faut utiliser des concepts familiers pour les différents joueurs. Et ensuite, on peut également faire le choix de les laisser avoir la liberté de tester du coup les différentes mécaniques. Notamment, là, il donne l'exemple du jeu Hollow Knight. Et en gros, dès le début du jeu, avec le tutoriel, le joueur va avoir l'information que pour attaquer, il va falloir appuyer sur X, et le game design va lui permettre du coup de tester cette mécanique-là avec les éléments du décor. Donc là, c'est ce qu'ils disent à nouveau, encore une fois, l'intuitivité revient à partir de la familiarité. Et en revanche, il faut faire attention par rapport à ça parce que du coup, toutes les mécaniques ne sont pas forcément familières pour tous les joueurs. Donc, il faut vraiment faire attention à cette notion d'intuitivité et de familiarité. Et pour jauger si oui ou non, il est nécessaire de détailler plus ou moins une mécanique ou non dans un tutoriel. Ensuite, il y a des différences dans le choix de design d'un tutoriel par rapport au fait que le tutoriel soit plus ou moins direct. C'est-à-dire que soit on peut faire le choix de forcer l'utilisateur à acquérir une nouvelle mécanique, soit on peut le faire de manière plus discrète, plus douce. Et en fait, faut faire attention notamment à l'état émotionnel du joueur lors de ce tutoriel. Par exemple, certaines situations dans le jeu vont créer un état d'anxiété, de stress et d'énervement. Et en fait, ces différentes émotions très fortes vont impacter la capacité des joueurs à comprendre et appréhender les informations de l'environnement du jeu. Là, il donne l'exemple du jeu Dead Space 1 où, en fait, plusieurs indices visuels, textuels, audio du jeu vont répéter plusieurs fois une même information pour faire acquérir une mécanique. Donc là, par exemple, ils vont insister plusieurs fois pour faire comprendre et acquérir la connaissance au joueur que en tirant sur une certaine zone du monstre, il va gagner plus de points et faire plus de dommages. Donc cette information qui va être répétée plusieurs fois, au bout d'un moment, le joueur va pouvoir l'acquérir. En revanche, il y a d'autres jeux qui du coup font le choix inverse, c'est-à-dire qu'ils vont le faire de manière plus douce. C'est-à-dire que le joueur va avoir l'information, mais pour l'acquérir, il va interagir avec son environnement de manière douce sans forcément qu'il y ait un état émotionnel trop important. Par exemple, dans Half-Life 2, pour tester une nouvelle mécanique, il y aura un monstre qui va être bloqué dans le décor et forcément, là, il y aura moins de peur et moins d'angoisse à venir tester cette nouvelle mécanique face à ce monstre. Donc, juste en lui permettant d'interagir à sa façon, ça lui permet d'acquérir une connaissance. Donc, en fait, c'est juste un choix à faire entre ces deux éléments, mais effectivement, ça dépend de l'état émotionnel du joueur, parce que du coup, s'il y a des émotions trop fortes, le joueur sera peut-être moins réceptif à l'information qu'on lui présente.
Donc vraiment faire un choix entre les deux par rapport du coup au moment du tutoriel, quand le tutoriel se passe, quel est le contexte, est-ce qu'il y a des éléments forts qui vont faire qu'il aura plus de mal à intégrer une information ou non. Enfin vraiment c'est un équilibre entre les deux pour choisir, faire le choix de design pour le tutoriel. Ensuite, il y a une autre question, c'est également le fait de créer des sandbox. Donc, qu'est-ce que c'est les sandbox? C'est en gros des zones dans le jeu où ce que va faire le joueur pour apprendre ces différentes mécaniques, les tester, ne va pas forcément avoir d'impact sur le jeu. Donc, c'est vraiment une zone dédiée au tutoriel en soi. Juste pour qu'il puisse apprendre du coup les nouvelles, mettre en pratique les connaissances ou les compétences qu'il aura acquis à l'aide du tutoriel. Du coup, ce qu'ils se disent juste là, c'est que la méthode des sandbox peut être limitée parce que ça met pas forcément le joueur en conditions réelles, mais ça peut être quand même une façon de permettre aux joueurs de tester les nouvelles mécaniques. Ensuite, l'article nous parle également de charge cognitive. En fait, de faire le choix entre présenter plusieurs mécaniques d'un coup ou de lui faire petit à petit apprendre différentes mécaniques. Et en fait, ça dépend notamment du coup du type de mécanique qu'on va lui faire apprendre et également du nombre de mécaniques. Et là, elle donne notamment l'exemple, par exemple, pour les éléments de déplacement. En général, les tutoriels vont lui faire apprendre les mécaniques d'un coup, petit à petit, progressivement, parce que c'est des mécaniques plutôt simples à intégrer. Alors que pour des mécaniques plus compliquées, je peux prendre l'exemple d'un jeu de gestion où, par exemple, pour construire un objet, il va falloir récupérer tel nombre d'ingrédients, mais du coup, pour récupérer tel ingrédient, il faut aller chercher à tel ou tel endroit. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à faire acquérir aux joueurs en termes de connaissances. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire le choix de le faire plus ou moins progressivement ou non. Là, si on lui fait apprendre tout ça d'un coup, ça fera peut-être beaucoup d'informations à acquérir, donc une charge cognitive un peu trop importante. Donc le faire de manière plus progressive sera plus efficace. Donc là, c'est ce qu'ils disent, et que du coup, en fait, la clarté de lien entre ces différentes informations, en fait, ça peut être acquise en classant les différentes mécaniques hiérarchiquement. Comme ça, le joueur peut apprendre de manière progressive du coup des choses plus simples, puis comprendre que à partir de ces choses plus simples, on peut construire des choses plus compliquées. Par exemple. Donc là, c'est ce qu'il disait ici également en reprenant le modèle du flow. En fait, il faut toujours essayer de garder le joueur dans la zone de flow. Si on lui apprend des mécaniques trop compliquées par rapport à ses compétences actuelles, il va se retrouver dans une zone d'anxiété. Alors que du coup, l'objectif, c'est vraiment qu'il n'ait pas ces émotions négatives. Donc, lui faire apprendre progressivement, comme dans cet exemple-ci. Et enfin, l'article termine par la notion de motivation, parce qu'il y a deux types de motivation. Donc la motivation intrinsèque, parce que c'est des choses qui vont motiver intérieurement et personnellement les joueurs à jouer. Et enfin, il y a des motivations extrinsèques, par exemple des éléments de gamification comme des classements dans les jeux, des scoreboards, alors que du coup c'est quelque chose qui va motiver les joueurs, alors que des choses plus intrinsèques comme du coup le fait d'acquérir des badges, de réussir des quêtes, du coup en fait on est motivé par des choses différentes et que c'est des éléments à prendre en compte, et l'objectif du coup c'est de donner du coup les cartes en main pour le joueur afin qu'il puisse du coup essayer d'atteindre ces différents objectifs
que ce soit par une motivation intrinsèque ou extrinsèque. Donc voilà pour globalement cet article. Donc j'espère que cet article vous aura permis de découvrir des nouvelles notions par rapport au design des tutoriels de jeux vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite tous une bonne journée.